On m'a posé la question récemment plusieurs fois, à savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les constats, c'est bien beau évidemment. Maintenant, quelle solution, peut-être au pluriel, à apporter à la problématique que l'on doit affronter aujourd'hui en 2020? Alors, je pensais avoir apporté des éléments de réponse dans plusieurs de mes vidéos, mais je me rends compte, bien évidemment, que ça n'est pas si clair que ça. Je vais essayer aujourd'hui, à l'intérieur de cette vidéo, de vous présenter comment je procède moi, comment je vois la chose et comment j'essaye de structurer mon action pour peut-être aller vers un changement de paradigme ou du moins essayer de passer le cap du mieux possible. Voilà. Alors, je vais essayer d'être assez concis et surtout de mettre en avant une structure. Voilà, une structure d'action parce que c'est ça qui est le plus important finalement avec des grandes lignes directrices. On ne peut pas à l'intérieur d'une vidéo tout développer, puis on ne peut pas tout dire non plus. Mais à travers cette vidéo, j'espère pouvoir vous donner quelque part un plan à suivre, à vous après de faire vos propres recherches. Encore une fois, il n'y a pas, à mon sens, c'est comme dans le sport et comme dans tous les arts, beaucoup d'activités, il n'y a pas une réponse possible qu'on peut calquer sur tout le monde. Ça, c'est ce qu'on veut nous vendre aujourd'hui avec ce nouvel ordre mondial qui se met en place, c'est-à-dire un moule dans lequel tout le monde doit se mettre et puis essayer de survivre, puisque voilà, on a une vision un petit peu synthétique des choses et on se dit que tout le monde va se mettre dans ce moule facilement, alors que la nature nous montre qu'effectivement jamais ça ne fonctionne comme ça. Quand on prend l'exemple des arts martiaux, dans l'ancien Shaolin chinois, on avait le combat de l'ours, on a le combat du tigre, le combat de l'oiseau. Pourquoi? Parce que dans la nature, une grue ne va pas se battre de la même façon qu'un tigre. Et un ours n'a pas l'agilité, évidemment, d'une montre religieuse. Voilà, on a des spécificités qui font qu'on doit trouver, en fonction de nos propres caractéristiques, notre propre voie. Voilà. Donc j'espère, moi, à travers cette vidéo, pouvoir vous présenter quelque chose de synthétique et puis des pistes évidemment de réflexion pour pouvoir avancer. Alors j'ai structuré ça sous forme d'une pyramide, ça vous fera sourire, mais quelque part l'organisation humaine est pyramidale, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je vous invite à vous référer à la pyramide de Maslow par exemple, ou alors de nos amis francs-maçons. Voilà, c'est des symboles qui sont universels. Donc cette pyramide, effectivement, elle représente une action à mener. On va commencer par la base, qui constitue le socle fondamental de votre action en termes de quantité, en termes de travail. Et puis, on va affiner progressivement pour arriver jusqu'au sommet, jusqu'au pyramidon, qui pourra être un idéal à atteindre, peut-être, qui sera nécessaire, du moins sans doute, dans les années qui viennent. Voilà. Alors donc pour moi, il y a quatre grands axes majeurs que je vais essayer de détailler, mais quand même pas trop, parce qu'on n'a pas la place pour ça ici. Puis après vous retiendrez à rien, donc l'idée c'est pas ça, c'est vraiment de vous offrir une structure. Le premier axe qui constitue la base de la pyramide, c'est bien évidemment le travail sur soi, qui est fondamental. Ensuite, le deuxième axe de travail qui se superpose là-dessus, c'est la prise d'infos intelligente et la mise en place d'une stratégie. Ensuite, au troisième niveau, on a effectivement la mise en place d'un réseau de gens qui sont à peu près connectés de la même façon que vous, et on arrive au sommet de la pyramide, qui est pour moi la mise en place d'un groupe opérationnel stratégique. Donc je vais essayer de développer tout ça. La base de la pyramide, c'est vraiment une étape que, à mon sens, vous ne pouvez vous permettre de passer. C'est le socle, c'est ce qui va constituer les fondations pour tout le reste. Et c'est le travail sur soi. Alors ça passe évidemment par le travail sur le physique et sur le mental, les deux étant interconnectés. Donc c'est le travail de la forme physique également, parce que quand vous ne prenez pas en charge votre santé, vous voyez ce qui peut se passer, que ce soit la santé physique ou santé mentale, les deux, encore une fois, étant aussi liés. Vous êtes sujet au virus, vous êtes sujet à la peur, vous êtes sujet aux injonctions contradictoires. Bref, vous êtes complètement déstabilisé, vous faites entrer la maladie et potentiellement les gros problèmes derrière. Alors, sans aller jusque-là, vous avez déjà un gros travail à fournir pour entretenir votre santé, développer votre physique. Je pense à tous les survivalistes là, qui veulent s'acheter un énième sac d'évacuation. Pensez déjà à travailler sur votre forme physique, c'est fondamental. Vous voulez vous armer, très bien, mais si vous n'avez pas le mental pour, et puis ça ne sert à rien de se raconter des histoires, dans la tradition orientale,
les arts martiaux, l'arme est le prolongement du corps et de l'esprit. Donc, si vous n'avez pas le mental adapté, votre arme, elle vous servira à rien du tout, hein, dans la majeure partie des cas. Donc, il y a un gros travail à fournir là-dessus. Alors, pour vous y aider, évidemment, je vous invite à vous reporter à la plupart de tous mes ouvrages. J'ai écrit une dizaine d'ouvrages et traduit aussi des ouvrages très intéressants, notamment l'entraînement d'un détenu, qui est d'actualité, hein, ou comment développer une force, entre guillemets, quasi surhumaine, en utilisant les objets du quotidien et puis ce qu'on a à disposition, hein. C'est-à-dire, je vous rappelle que Paul Waite, qui a écrit l'ouvrage, a fait 20 ans de zonzon aux États-Unis, et c'était sa façon à lui de léguer, entre guillemets, une forme de rédemption, hein, en proposant un programme d'entraînement minimaliste. Voilà, donc ça s'appelle l'entraînement d'un détenu. C'est d'actualité puisque tout le monde est encore plus ou moins confiné. Donc avec un minimum de matériel, c'est quelque chose qui est structuré avec des niveaux de difficulté croissants. C'est accessible à tout le monde. Les premiers niveaux sont vraiment destinés à des gens qui sont complètement sédentaires ou qui cherchent à se rééduquer après une blessure. Donc voilà, on part de ça pour arriver à une force quasi surhumaine, hein, voilà. Bon, ça fait un peu pitch marketing, mais bon, référez-vous à cet ouvrage, entre autres. Moi, j'ai écrit une encyclopédie des mouvements de musculation avec poids de corps, de la même façon. Vous avez, avec vraiment des accessoires minimaux, vous arrivez à vous entraîner correctement. Bref, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Vous avez vraiment plein d'ouvrages que j'ai moi-même écrits ou en tant qu'éditeur et traducteur proposé sur le marché français à une époque, avec lesquels vous devez déjà commencer à vous familiariser si ça n'est pas déjà fait, parce que je sais qu'il y a une partie de mon public qui pratique, hein. Donc ça, c'est important. Voilà, je vous replace encore une fois à Sanchin, qui va beaucoup plus loin, parce que là, évidemment, on a le mental et puis l'environnement, hein, comment assainir cet environnement, parce qu'on est pollué de partout, c'est très clair, on le sait maintenant, c'est comme ça. Donc ça, c'est une base de travail qui est fondamentale. Évidemment, des ouvrages de sport, des entraînements avec vidéo, etc. Vous en avez plein, chez moi ou chez d'autres, hein. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose d'organique avec du sens. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous gaver de saloperies chimiques et puis d'essayer d'aller dans des salles pour travailler avec des machines, des choses comme ça. De toute façon, c'est fermé en ce moment, donc c'est compliqué, hein. Voilà. Mais essayez de pratiquer avec du sens parce que, encore une fois, comme je le dis, j'en fais la promotion, moi je viens des arts martiaux, et dans cette tradition qu'on a aussi en Occident, mais qu'on a plus facilement perdu depuis, on a ce lien toujours corps-esprit qui est prédominant. Vous ne pouvez pas penser à travailler vos muscles, vos biceps pour être beau devant le miroir sans avoir quelque chose derrière, sans avoir un objectif plus élevé. L'entraînement est aussi spirituel. Quand vous vous entraînez, vous n'êtes pas obligé de vous faire un entraînement de barbare. Moi, je ne me fais pas un entraînement de barbare tous les jours. Par contre, je considère ce temps que je m'octroie à ce moment-là pour entrer en connexion avec mon être profond, avec le divin, comme, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, en faire une connexion, une sorte de méditation active entre le corps et l'esprit, et c'est quelque chose qui fait du bien, évidemment, et je pense qu'on en a tous besoin, et c'est mieux que de regarder une connerie sur Netflix, ou pire encore, regarder les informations de BF Merde en mangeant McDonald's, quoi, hein, on est bien d'accord. Donc là, vous avez un gros boulot à fournir sur cette base-là. Travail santé, développement du physique, entretien du mental, un mental fort. Ça va de pair aussi quand vous avez un physique qui est au top. C'est plus facile d'avoir un mental qui tienne la route, hein. Mais attention, toujours bémol, chaque homme a son point de rupture. Il y a des gens qui ont un seuil de tolérance. C'est pas parce que vous avez des biceps comme ça que vous êtes Rambo, hein. Attention. Il faut faire attention à ça. Mais de toute façon, vous serez toujours mieux équipé que si vous n'avez pas la base du tout, hein, voilà. Ensuite, il faut, dans ce cadre-là, et ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant, acquérir des compétences, quelles qu'elles soient, hein, des compétences d'autonomie, tout simplement. Et si on prend juste le cadre de votre job, eh bien, c'est de développer de nouvelles compétences professionnelles, hein, des trucs... des métiers qui servent, hein, je ne sais pas, moi, électricien, plombier, travailler le bois, des choses comme ça, des choses concrètes. Hein, je ne parle pas des bullshit jobs ou encore pire, un boulot de fonctionnaire à pousser du CERFA dans une administration obscure. Ça ne sert à rien. Dans les temps qui viennent, ça vaudra rien du tout, hein, voilà. Donc ça, c'est important, ça va avec le reste. Développer des compétences, apprenez à connaître votre corps, à vous connaître vous-même, c'est important. Et puis moi, je continue toujours, hein, j'ai envie de développer des compétences en ce qui concerne la nature, la permaculture. Je suis très limité à ce niveau-là.
Eh bien, voilà, moi j'adore apprendre de choses nouvelles tout le temps. Eh bien, je vais me mettre à ça aussi, quoi, parce que même si je ne vais pas devenir Nicolas le jardinier, hein, ça je me doute bien, mais c'est toujours important d'avoir effectivement des objectifs comme ça vous enrichit aussi, et puis c'est des connaissances très pratiques. Donc ça, c'est super important. Ensuite, pour clore cette partie-là, je l'ai déjà dit, faites sécession. Faites sécession par rapport à tout ce bordel. Ça veut dire qu'il faut à un moment faire fi de ces biais psychologiques, hein, y compris ces biais psychologiques de confort, faire fi de la programmation que vous avez héritée de votre enfance, de la société dans laquelle vous avez grandi, hein, entre autres la France, mais c'est valable pour d'autres sociétés. Il faut tout démonter à un moment donné, pour pouvoir retrouver toutes ces petites pièces et puis les réagencer en fonction de votre esprit critique. Ça, c'est super important. Et arrêtez de suivre des gourous, hein. Parce qu'on attend toujours un sauveur, hein. Alors, le nouveau De Gaulle, la nouvelle Jeanne d'Arc, Trump, le sauveur de l'humanité. Non, la seule personne qui peut vous sauver aujourd'hui, c'est vous-même. Voilà. Donc c'est bien, vous regardez des vidéos YouTube, vous me regardez, vous écoutez d'autres personnes, prenez de l'information. Ça, c'est important. Faites-vous votre propre esprit critique et essayez de tricoter vous-même vos propres solutions. Parce que ce qui est valable pour moi ne va pas forcément être valable pour vous. On n'est pas au même point, au même niveau en termes de compétences, d'évolution personnelle, de finances. Voilà, c'est comme ça. On doit vraiment partir de ses contraintes personnelles aussi, hein, tout simplement. Voilà, donc faites sécession, c'est important. On a tous des biais psychologiques, encore une fois. Quand vous êtes plutôt traditionnaliste, vous allez vous dire les forces de l'ordre sont là pour nous protéger. C'est archi faux, c'est totalement faux. Les forces de l'ordre sont là pour protéger. Elles sont au service de l'oligarchie en place. C'est comme ça. Si cette oligarchie, prêtait serment sur la Constitution, peut-être qu'on aurait une autre façon de voir, mais encore une fois, de l'autre côté, il faudrait que la population des concitoyens soit armée aussi et soit responsable pour créer une vraie opposition, une vraie force, un vrai contre-pouvoir, ce qui n'est plus le cas. Hein, voilà, je veux dire, ça fait 50 ans, 70 ans en France qu'on a un lavage de cerveau qui s'est opéré. Hein, voilà. Vous avez critiqué les chasseurs, hein, qui sont des viandards, qui sont évidemment toujours bourrés, des choses comme ça. N'empêche que, c'est comme disait un des pères fondateurs des États-Unis, la démocratie, c'est un père de famille avec un fusil de chasse devant la porte. Hein, voilà, tout simplement. Donc on n'en est plus là en France, donc on a vraiment beaucoup de retard, hein, sur tout ça. Aujourd'hui, on voit bien que ça serait bien de pouvoir avoir un vrai contre-pouvoir, on ne l'a pas, c'est comme ça. Donc, à votre niveau, il faut vraiment faire sécession et arrêter d'écouter les manipulateurs, les réseaux de propagande, qu'ils soient officiels ou autres. Voilà, ça c'est super important. Et c'est vraiment la base de cette pyramide, le travail sur soi. Le deuxième axe de travail, et qui est juste au-dessus de cette base de la pyramide, c'est tout simplement la prise d'informations et la mise en place d'une stratégie. Donc quelque chose qui vous est personnel, qui vous est adapté, qui est adapté à votre situation, à votre point de départ, à vos ressources disponibles, à vos contraintes personnelles. Hein. Moi, j'ai des contraintes familiales, par exemple, donc ma stratégie elle a dû s'adapter par rapport à ça. Voilà, et ça, c'est fonction de chacun. Il n'y a pas one size fits all, comme on dit aux États-Unis, ça ne fonctionne pas, ça, c'est pas possible. De la même façon qu'en sport, quand je vais moi coacher quelqu'un, que ce soit psychologiquement ou physiquement, et encore une fois, je le répète, les deux sont liés, ou la mise en place d'une stratégie, elle est adaptée, elle est taillée sur mesure à la personne et elle fluctue, elle évolue, voilà, parce que votre niveau de forme change. Moi, j'ai coaché des gens qui avaient un cancer à un moment donné. Ok, on fait notre pub sur l'entraînement de barbare, etc., mais ça ne fonctionne pas comme ça. L'entraînement, le coaching, c'est quelque chose de très fin et qui s'adapte à la personne en fonction de ce qu'elle a besoin à un instant T. Voilà. Donc, de la même façon, si vous vous auto-coachez vous-même, prenez la bonne information, prenez les bonnes informations, mais arrêtez de vous divertir. Ça, c'est important. Et quand je dis arrêtez de vous divertir, c'est tout simplement, soit d'écouter les chaînes de moutons blancs, hein, vous écoutez BF Merde, etc. Vous écoutez ce que le gouvernement a à vous dire, et puis en fonction de votre filtre, si vous êtes d'accord avec ça, à la limite, vous ne regardez pas ce que je suis en train de dire, donc ce n'est pas le problème, mais si vous êtes concerné par l'autre versant, c'est-à-dire le côté plutôt mouton noir, vous allez vous exciter là-dessus.
On n'en a rien à foutre de ce que Macron va sortir, la nouvelle injonction contradictoire, etc. Tout ça, c'est pour vous balader en bateau, vous mener en bateau, etc. On est dans une forme de tendance lourde. C'est comme la bourse, hein. Soit ça monte, soit ça descend, puis après, à l'intérieur, il y a des vagues. Là, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Il va y avoir des vagues. Il y a un moment où ça se relâche, il y a un moment où ça se redurcit, etc. Ça fluctue. Alors, ne vous laissez pas abuser par ça, parce que ça, c'est effectivement, on est en train de vous endormir tout simplement. Hein. De la même façon, vous écoutez des vidéos YouTube où on vous dit ceci, cela. On sait très bien qu'il y a un réseau pédocriminel, on sait très bien qu'il y a tout ça. Une fois que vous le savez, arrêtez de vous divertir avec ça parce que ce qui compte, c'est l'action. Ce qui compte, c'est ce que vous allez mettre en place. Si votre information, l'information que vous prenez, elle ne vous nourrit pas, c'est-à-dire si elle ne vous pousse pas à l'action. Je dis pas que le divertissement c'est pas bien, hein. Voilà, même dans le sport, moi des fois je suis un peu fatigué, ma motivation est un peu en berne. Eh bien si je me regarde en Rocky, ça va me remotiver et puis ça va me donner le boost. Mais si je regarde le Rocky, ça me donne le boost et puis du coup ça me donne juste envie de me caler dans mon canapé et de ne rien foutre. Eh bien, ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça doit me donner envie de sortir, d'aller dehors et puis de me faire un entraînement de barbare. Là, ça a marché. Là, le divertissement a fonctionné. Donc, de la même façon, quand vous prenez de l'info, que ce soit sur YouTube ou dans les journaux, on va dire, télévisés officiels, il faut que ça vous mette en branle. Il faut que ça vous choque, que ça vous perturbe, mais que ça génère chez vous une prise de décision et une action derrière. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça sert à rien. Vous ne faites que du divertissement. Et je pense pas qu'on soit à l'époque où on puisse se permettre, eh bien, de se divertir de façon lascive sur un canapé en attendant que ça se passe, parce que l'heure est un petit peu grave quand même. Hein. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait derrière une action. Voilà, tout simplement. Ensuite, la prise d'information, elle est fondamentale. Hein. C'est le caviar des stratèges. Si vous n'avez pas la bonne information, vous êtes mort. Dans une armée, le service de renseignement est fondamental. Ce qui est valable pour les États, ce qui est valable pour les armées, est valable pour l'individu de base. Peut-être encore plus, parce que vous avez moins de moyens, vous. Hein. Donc, prenez l'information, digérez-la, vous la recoupez, évidemment, et ensuite, vous mettez en place une stratégie. Voilà. Alors, la stratégie, c'est quoi? Eh bien, moi, quelque part, je vais en avoir trois. Je vais avoir trois plans. Hein. Le plan A, le plan B, le plan C. Je ne suis pas allé bien loin. Hein. Voilà, maintenant, ce qui compte, c'est ce que je vais mettre dedans. Le plan A, bon, écoutez, ça va se tasser plus ou moins, et puis ça va revenir, entre guillemets, à la normale. Si on peut considérer que la normale, même d'avant Covid, c'était une situation normale. Moi, je ne crois pas, mais bon, après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Hein. Donc, il y a ce plan-là, mais il ne faut pas le négliger, parce que ça peut durer, si vous voulez. Quand on voit le système financier qui s'est quasi effondré en 2008, les survivalistes qui se sont mis, on va dire off the grid, hein, qui se sont mis dans la pampa pour commencer à gérer leur truc, finalement ils ont perdu 10 ans de croissance. Alors évidemment, comme disait notre ami Rothschild, personne n'est ruiné quand il vend trop tôt, hein, évidemment. Mais bon, si c'est pas votre truc, si ce mode de vie ne vous correspond pas et que vous le mettez en place juste par peur, et juste parce que vous vous dites, voilà, j'ai peur, il faut que je fasse ça, mais ça ne me correspond pas, pendant 10 ans, vous menez une vie de merde pendant 10 ans. Donc ça va pas. Donc vous avez un plan A qui correspond à, entre guillemets, la normalité, celle qui vous permet de vivre, encore une fois, plus ou moins normalement, qui vous permet de vous déplacer, de faire du business, etc. Voilà, ça c'est ce plan-là, il ne faut pas le négliger. Si vous vous mettez hors du monde tout de suite, ça va pas le faire, hein. Vous allez au clash, parce que si vous emmenez maman, on va dire dans la pampa pendant 3 ans, loin de ses parents, qu'elle peut pas sortir avec ses copines, s'acheter des fringues, etc., vous allez au clash, c'est le divorce derrière, assuré. Et c'est normal, parce que même vous allez péter les plombs à un moment. Hein. Moi, j'ai vécu dans un vieux presbytère, une fois que j'ai divorcé pendant des années. Bon, je m'étais organisé pour voir du monde quand même, et j'étais un petit peu reclus d'une certaine façon. Bon, il faut quand même le vivre. Il ne faut pas croire que tout le monde est fait pour pouvoir vivre un peu en ermite. C'est pas si évident que ça. Donc, il faut faire quand même très attention à ça. Donc ça, le plan A, c'est votre socle aussi, hein, et sur lequel vous partez sur cette base-là pour mettre en place votre plan B et votre plan C. Alors, le plan B me paraît incontournable. Hein. Le plan B, c'est évidemment... ça va pas aller dans le bon sens, hein, très clairement. Donc, grosso modo, c'est la tendance qui se développe depuis quand même quelques années. Hein.
avec ce mouvement de vagues et de fluctuations. Et là, vous devez en mettre en place un plan B. Alors moi, je peux vous donner des pistes par rapport à ça, tout simplement. Pour moi, à mon sens, il faut sortir des villes. C'est très clair, parce que ça devient des pièges à rats, vous êtes coincés. Là, on voit bien dans le confinement, version 1, au mois de mars, avril, voilà, si vous êtes resté coincé dans un 10 mètres carrés à Paris, c'est la galère. Voilà. De la même façon, aujourd'hui, il y a plus... Ce qui faisait le sel de la vie parisienne, pour un bobo de base, c'est évidemment de pouvoir sortir, etc., de rencontrer des amis, d'aller dans les bars, les soirées, les expositions, etc., le théâtre. Là, il n'y a rien, c'est fini, c'est fermé. Donc ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux que vous soyez, en plus vous n'avez même pas le droit de sortir, prendre l'air. Donc il vaut mieux que vous soyez évidemment à la campagne, dans une petite ville de campagne, avec un bout de jardin pour pouvoir respirer. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est peut-être, donc c'est ce que j'appelle sortir de l'épicentre. Alors, ce qui se fait à l'échelle d'un pays, se fait à l'échelle d'une zone. Voilà, moi je vous ai déjà dit, à mon sens, pour moi, l'Europe de l'Ouest est visée, essentiellement la France d'ailleurs, pour tout un tas de raisons que je ne veux pas développer ici, parce que ça va trop loin. Mais sortir de l'épicentre, c'est ça aussi. Peut-être évaluer la possibilité d'aller dans un autre pays. Alors, ça ne veut pas dire forcément tout de suite vous expatrier, mais commencer à mettre en place une expatriation, parce que ça se prépare tout simplement. L'idée étant d'obtenir peut-être une seconde résidence dans un pays, voire un deuxième passeport, ou un troisième, parce que ça vous permet de bouger. Quand les gens sont coincés à la porte avec les militaires devant, et ceux qui passent, il y a peut-être ceux qui ont un gros sachet d'or, qui en glissent une partie, mais en premier, il y a ceux effectivement qui ont les papiers, les bons papiers pour pouvoir voyager, sortir de la zone. Donc ça, c'est important. Ensuite, quand vous allez choisir votre pays d'expatriation, vous allez prendre en compte plusieurs éléments. Le socle sociétal, la tendance lourde de développement du pays, l'endettement du pays, les ressources naturelles, etc., etc. En fonction de vos contraintes personnelles, vous allez vous orienter vers certaines choses. Moi, quand j'ai mis en place mon expatriation, j'ai pris une petite voiture avec un pote et puis on a fait, j'avais pensé, on a traversé le Portugal, j'ai visité, je suis repassé par l'Espagne, à un moment donné, j'ai pensé à l'Estonie, partir sur l'autre continent, c'était plus compliqué parce que j'ai ma famille aussi, il fallait que je reste proche de ma famille, pas trop loin. Donc il y a tout un tas de choses. Je ne vais pas développer ici toutes les raisons qui m'ont fait venir en Bulgarie, mais une des raisons principales aussi, c'est le taux d'imposition. Alors, j'entends déjà qu'ils disent oui, tu t'es expatrié pour les impôts. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement que j'ai identifié très rapidement qu'il allait y avoir du bordel à haut niveau, très haut niveau. Donc j'ai tout vendu. Et si vous voulez, il y a aussi une forme d'intuition là-dedans. Vu mon métier, vu mes passions, j'aurais été destiné tout simplement à remonter une salle de fitness en France. Et qu'est-ce qui serait passé aujourd'hui si je l'avais fait? Eh bien, je serais mort économiquement. Voilà. Donc non, je ne l'ai pas fait. Je me suis rendu mobile. Et il faut faire confiance à son intuition, parce qu'à l'époque, évidemment, on m'a dit non, t'es fou, machin, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, etc., etc. Donc non, je me suis rendu mobile et je me suis pas fait piéger comme un rat avec des crédits, face à un gouvernement qui m'oblige à fermer, voilà, tout simplement. Maintenant, pour moi, le taux d'imposition local était un marqueur important. Un marqueur important de la capacité de l'État à vous nuire, à me nuire, tout simplement. Et je me suis dit, un État qui prélève 10% d'impôts n'a pas les capacités matérielles de me nuire. Voilà. Je vous rappelle qu'en France, on a près de 70% tout cumulé de taux d'imposition. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous financez vous-même les drones qui vont vous surveiller, les flics qui vous tapent dessus, etc. Il y a une logique derrière ça. C'est comme ça. Donc, dans le cadre de la mise en place de votre plan B, il faut prendre en compte tout ça. Maintenant vient le plan C. Alors le plan C, si ça part totalement en couille, style Mad Max. Voilà. Vous avez vu, on monte progressivement dans la pyramide. Et dans ce cadre-là, c'est quoi? C'est l'autonomie, tout simplement. Il faut sortir du radar des États, avoir la capacité d'être le plus autonome possible, de différentes façons. Et c'est là où, si vous avez bien travaillé à partir de la base de votre pyramide, vous avez plus de chances, logiquement, peut-être de survivre et de passer à travers les gouttes. Voilà. Mais pour ça, il faut aussi être dans un pays où vous pouvez vous mettre à l'écart. Moi, j'ai un copain qui est resté en France, qui s'est mis au fin fond de, je ne sais plus dans quelle région, dans le sud-ouest, là. Bon, il a développé tout un réseau. Voilà, ça fonctionne. Maintenant, chacun ses options, voilà, tout simplement. Mais effectivement, si on arrive à ce niveau-là,
il faut effectivement développer une forme d'autonomie, il faut avoir un réseau d'entraide autour assez solide, il faut des compétences et puis il faut une organisation aussi. Et là, on arrive effectivement à une partie supérieure encore de la pyramide, hein, qui est le réseau, tout simplement. Hein. Il faut mettre en place un réseau. J'ai pris des notes parce que je suis sûr que je me suis trompé dans cette histoire de pyramide, peut-être, mais enfin bon, de toute façon, vous arriverez à reconstituer l'édifice, on va dire. Hein. Donc là, il faut réseauter, ça c'est super important, il faut arriver à se connecter à des gens qui pensent de la même façon que vous, des gens qui ont des capacités également, qui soient d'équerre moralement, avec qui vous puissiez nouer des contacts, des liens, etc., qui, une sorte de réseau d'entraide, hein, tout simplement, ça va être de plus en plus important, et tous les gens qui ne sont pas d'une certaine façon communautarisés vont avoir du mal, Donc le modèle occidental, du type avec sa petite femme, son petit chien, ses petits-enfants dans son petit pavillon de banlieue complètement isolé, au détriment de la tribu traditionnelle qui permet une entraide, il est mal parti. Hein, voilà. Donc toutes les minorités, par contre, ont plus de chances de s'en sortir. Hein, on le voit même déjà, même dans les cités, ça fait un réel contre-pouvoir par rapport à l'État, hein, puisque les gens sont solidaires. Voilà, même quand il y a un mec qui deal et puis les flics lui tombent dessus, eh bien, vous avez effectivement la cité qui le soutient. C'est comme ça, je ne fais pas de jugement de valeur, je dis juste que tout simplement cette communautarisation, ce regroupement au sein de tribus vous garantit une certaine, une certaine connexion, une certaine entraide et puis une capacité à résister au délire communiste, étatique, totalitaire hein, qui se met en place. Donc c'est une réalité, c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est important, il faut le développer également. Puis là, après, on arrive au sommet de la pyramide. Alors le fameux sommet de la pyramide, c'est quoi? C'est tout simplement la création d'un groupe opérationnel. Ah, alors ça sonne un peu le paramilitaire, ça sonne un peu le bikers US, ça sonne un peu le groupe d'entraide un peu musclé, et c'est tout à fait ça. Voilà, parce que dans le cadre d'un scénario Mad Max et dans le cadre d'un plan C à mettre en place, il faut aller un petit peu au-delà du réseautage. Les décroissantes, c'est sympa. L'idée de créer une société parallèle qui prépare la suite, c'est fondamental, c'est incontournable. Mais il y a la réalité objective du terrain qui fait que depuis 5000 ans d'histoire humaine recensée, il y a un moment, c'est toujours le bordel. Il faut quand même pouvoir se protéger soi et protéger les siens, même si vous n'utilisez pas cette force. Voilà, on dit toujours le sabre est un trésor dans son fourreau, mais si vous n'avez pas de sabre, par définition, vous n'avez pas de trésor. Voilà, donc il faut quand même polir sa lame en espérant ne pas l'utiliser. Voilà. Donc du coup, ça passe effectivement par la mise en place d'une structure, on va dire, plus ou moins sur un modèle organisé paramilitaire, une structure hiérarchisée, quelque chose qui tienne la route de façon opérationnelle avec des gens qui tiennent le pavé, très clairement. Sur le mode, ça peut être différents modèles, hein, mais l'esprit derrière qui anime ça, c'est le guerrier amérindien, par exemple. Hein, je ne parle pas de soldats. Pour moi, le soldat, c'est un mec à qui on a fracassé la tête pour qu'il serve juste à obéir et qu'il soit une machine à aller dans n'importe quelle boucherie. C'est pas ça du tout. Moi, je pense à un guerrier traditionnel, quelqu'un qui a une réflexion, quelqu'un qui a le sens du groupe, quelqu'un qui a le sens de son devoir, une morale derrière, avec un code de l'honneur, quelque chose qui soit pas, on va dire, déshumanisé, bien au contraire. Mais quelqu'un qui soit capable à un moment donné de s'opposer, de dire non, et qui ait les moyens physiques et techniques, évidemment, de pouvoir le faire. Donc ça, voilà, ça, alors quelle forme ça peut prendre? Voilà, l'idée c'est une franche camaraderie. Pour moi, le modèle, je fais pas de distinction homme-femme non plus. Voilà, pour moi, mon expérience personnelle m'a montré que les plus, les plus positionnés, les plus guerrières sont souvent les nanas, malheureusement, parce qu'on attendrait un petit peu de la couille de ces messieurs, mais ça manque un peu de testo. Ça quand même, la réalité, c'est comme ça, c'est dommage. Mais bon, on en trouve encore. Hein. Donc du coup, effectivement, on arrive à cette organisation-là. Alors l'idée, moi je pense toujours aux bikers américains, parce que je me dis ça peut être sympa. Et puis au final, si on est obligé de rester dans le cadre du plan A ou B,
Eh bien, voilà, je veux dire, comme dans le cadre d'un dojo traditionnel, eh bien, on se fait des bons entraînements sportifs et c'est sympa avec une bonne fraternité derrière, parce que l'idée c'est ça, c'est une fraternité. Si on est comme un peu les bikers américains, bah, au final, on se sera fait dévirer entre potes. Ça peut être bien sympa aussi à écouter de la bonne musique plutôt que la soupe qu'on nous sert. Et puis, ça sera top. Donc, tous les cas de figure, c'est quand même positif. Et puis, si ça part vraiment en vrille, dans l'esprit Mad Max, eh bien, on a une force de protection hein, qui est ce qu'elle est, mais elle existe. Et puis, une forme d'entraide aussi solide avec des gens qui sont d'équerre. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était ma vision de la chose. Cette belle pyramide, eh bien, je vous invite encore une fois vous-même à y réfléchir. Dites-moi si vous pouvez, vous, de votre côté, améliorer la chose. J'ai essayé d'être assez synthétique parce que sinon, on ne retient rien. Dites-moi si j'ai oublié des points importants, si vous êtes d'accord ou pas avec certaines choses. Voilà, c'est ma vision des choses. Je ne l'impose à personne. Je ne suis pas quelqu'un qui impose les choses. Moi, je ne fais que proposer. Et puis, si vous êtes en résonance, bah, c'est très bien. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, je vous invite à éteindre cette petite capsule et puis à rallumer BFM TV, par exemple. Allez, sur ce, je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.